liberté. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Joliba TV News. Bienvenue dans ce premier numéro de votre émission politique intitulée En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Joliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service du citoyen et de la démocratie. Ce soir, nous recevons pour vous un jeune connu et reconnu dans l'espace public malien. L'homme est réputé pour ses prises de position courageuses. Il se réclame de la société civile, même s'il chemine très souvent avec les hommes politiques. Activiste, juriste de formation et même souvent guide suprême pour ses partisans, notre invité est le créateur du concept Choqué pour éduquer. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, notre invité est Mohamed Youssouf Bathily du RASBAS, porte-parole du CDR, collectif pour la défense de la République. RASBAS, ça serait le juriste que vous êtes, certainement serait à l'aise dans cette série de questions-réponses. Vous serez certainement à l'aise. Quel est votre état d'esprit? Parce que vous venez de passer 4 mois en prison. Aujourd'hui, je l'ai dit en introduction, vous avez cheminé, filtré souvent avec des hommes politiques, mais vous réclamez de la société civile. Est-ce que quelque part, votre crédibilité n'est pas entamée? Est-ce que la parole de RASBAS compte aujourd'hui? D'abord, sur le premier point, le moral y est au top. La prison, elle est relative, elle est philosophique pour nous. La prison, elle est spirituelle, elle est moins physique pour moi. J'ai fait 5 mois en prison, 4 mois pour le premier dossier dit de déstabilisation et 1 mois pour le dossier en cours dit d'atteinte, enfin, outrage au magistrat. Je me sentais aussi libre dans ma tête, dans ma conscience, comme si je suis chez moi, comme ici, étant sur le plateau. Quelque part, pendant un moment, on a dû priver moi physique de la liberté d'aller et de sortir des jours de certaines choses, mais physiquement et spirituellement, j'étais à l'aise, j'ai développé de réflexion, je faisais mon sport. J'étais en paix avec ma conscience parce que la cause pour laquelle je me retrouvais là-bas était une cause qui s'est renforcée dans sa vertu et par l'engouement, le soutien tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour ma cause, pour ma personne et pour mon entourage. À part le deuxième dossier qui est en cours, celui de l'outrage, où personnellement et moralement, j'ai reconnu avoir été à l'origine de quelque chose qui a dû affecter les proches d'un certain nombre de magistrats qui n'avaient rien à subir de mes différends avec les magistrats, des conséquences. Et étant rasta, je me dois de regretter cet aspect-là. Mais sinon, la prison, comme Mandela, comme Martin Luther King, comme Modibo Keïta, j'étais à l'aise parce que la cause pour laquelle j'ai été poursuivi est une cause noble qui a produit des effets positifs dans l'enrichissement du débat public. En l'occurrence, le dernier sujet, j'en aurais fini sur ça, pour l'outrage à magistrat. C'est ce que je dis que ça a profité et aux magistrats, et à moi, et à la société civile. Parce que, quelque part, les magistrats se sont rendus compte que le délit ou l'infraction outrage à magistrat n'était pas suffisamment connu pour qu'ils puissent organiser une conférence d'expliquer davantage l'outrage à magistrat. Or, le principe voudrait que la loi soit expliquée avant son adoption et son application, et non le contraire. Donc on s'est rendu compte qu'on a adopté la loi, on l'a mise en application, et ensuite s'est rendu compte qu'elle n'est pas suffisamment expliquée. Donc le principe de nul n'est censé ignorer la loi a quelque part manqué de tout ce qui devait l'accompagner afin que chacun puisse être imprégné et se soumettre à la loi. Est-ce que, juriste de formation, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vos soucis ou vos ennuis avec la justice appartiennent désormais au passé? C'est fini? Vous allez désormais vous comporter en citoyen qui va respecter la loi, parce que vous dites vous-même que vous avez peut-être heurté souvent la sensibilité de certains magistrats. Non, heurté dans le sens moral. Je ne rentre pas dans le fond. Un dossier en cours ne doit pas être évoqué publiquement. C'est une interdiction que tout juriste, que la loi impose à toutes les parties, aussi bien au procureur poursuivant, aussi bien aux parties civiles, les syndicats qu'à moi. Nul n'a le droit d'entrer dans le fond du dossier jusqu'à ce qu'il puisse être vidé définitivement. Et sur ce point, je me tais. Okay. Mais moralement, j'ai appris de par mes propos que certains entourages de certains magistrats se sont sentis menacés par ça. Donc, ce qui peut moralement se comprendre et être regretté sur le plan moral, qui n'est parfois pas très souvent le plan juridique. Voilà.
Ok. On a choisi de parler un peu de votre parcours citoyen parce que nous sommes aussi regardés à l'international, suivis par plus de 44 pays. Donc, ce n'est pas seulement le Mali qui nous regarde ce soir. Donc, c'est un but pédagogique pour que les téléspectateurs puissent comprendre un peu qui est Rasbach, quelle est votre évolution. Rasbach, certains de vos détracteurs disent de vous que vous suivez souvent la direction du vent, que quand vous clignotez à droite, vous virez à gauche. Mais non, ouais. C'est un procès d'intention. Non, je comprends. Parce que j'innove. J'innove dans la façon de prendre la parole publiquement. J'innove dans la façon d'analyser les affaires publiques. Et j'innove dans la façon même du comportement de la société civile. Donc quand tu romps avec l'habitude, le temps que certains comprennent, ont tendance à penser que tu n'as pas un chemin clair. Vous l'avez dit à l'entame de votre propos. Que parfois, il nous arrive de soutenir un parti politique lors des élections. Tout à fait, nous l'avons fait en 2018. Mais toute société civile, crédible, consciente de sa mission, ne peut pas ne pas choisir au moment du choix des décideurs. La démocratie est ce régime qui offre aux populations l'opportunité de choisir les dirigeants à chaque période déterminée. Chez nous, c'est chaque 5 ans. Imaginez que vous soyez, par exemple, le président du syndicat des personnels de cette télévision-là. Et qu'à chaque 3 ans, il y a le renouvellement des responsables, des dirigeants de cette télévision. Mais si pendant 3 ans, vous revendiquez l'augmentation des salaires, des conditions techniques plus performantes encore, et que vous n'êtes pas entendu, et qu'il y a quelqu'un qui vient se présenter au personnel pour leur dire, si vous m'élisez, je m'engage à augmenter votre salaire, je m'engage à améliorer les conditions de travail, est-ce que vous n'allez pas prendre position pour lui lors du vote? Évidemment. C'est cela la société civile. Un autre exemple frappant. En 2018, il y a l'association des tricyclistes. Mais est-ce que vous pouvez continuer à être société civile et en même temps politique? Mais c'est cela, la société civile, vous savez c'est quoi sa définition? Est-ce que vous pouvez être société civile et politique à la fois? Mais la société civile, c'est ça. Une société civile, c'est quoi? C'est une force vive ou l'ensemble de forces vives qui a pour vocation d'influer sur les politiques. Influer, vous dites. Et influer dans quel sens? Influer dans le sens de faire porter son projet par les décideurs et par le contrôle citoyen. Je vous ai pris un exemple et je vais vous en prendre un autre encore. Les tricyclistes maliens, ils sont venus me voir en 2018. Ils étaient 30 000 seulement à Bamako. Okay. Le gouverneur venait de prendre un arrêté les interdisant de rouler à une certaine période sur des ponts et certains axes. Je leur ai dit, on est à 8 mois des élections. Et cette décision est portée par un pouvoir qui présente des candidats à l'élection qui arrive. Et ils vont venir vous solliciter, vous êtes 30 000 voix. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire que si nous vous élisons, est-ce que vous êtes à mesure de pouvoir alléger les restrictions qui pèsent sur nos activités professionnelles? Et à l'époque, ils faisaient l'objet de double imposition à la fois de la mairie et de l'impôt. Donc, est-ce qu'il n'est pas légitime et même obligatoire de porter ça? C'est là influer. C'est pourquoi le CDR, à l'issue de notre manifeste en 2018, et alors nous avons dégagé une vision qu'on a mis dans un manifeste qu'on a soumis à tous les candidats. Donc celui qui s'engage, une fois élu, à conduire les affaires suivant notre vision, et nous sommes fondés à l'élire. C'est cela la société. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir fait des erreurs de stratégie? Au contraire, pas du tout. Est-ce que vous regrettez souvent certaines de vos actions? Mais qui? Non. En militant, en homme de conviction, est-ce qu'il vous arrive de regretter certaines de vos actions? Réponse oui ou non? Oui. Lesquelles? Laquelle? J'en ai dit il y a pas longtemps. Vous savez, on a un confrère ABC, Ami Baba Sissé, qui est promoteur d'un journal, Le Figaro. Je me rappelle bien lorsque j'étais sous contrôle judiciaire et que je m'exprimais via les réseaux sociaux. Vous étiez solitaire à l'époque? Et là où vous réfléchissez? Non. Il avait fait une publication portant sur un acte de vie privée par rapport au président de l'Assemblée nationale qui se serait déroulé dans son bureau, un truc un peu intime, tout ça. Et il avait publié et je l'ai commenté sur les réseaux sociaux. Pénalement, je suis en droit. Et du point de vue militantisme, c'est mon rôle et c'est mon devoir aussi de veiller, de contrôler, de sanctionner. Mais s'il est sur le coup de la diffamation, s'il diffame et que vous vous relayez, est-ce que vous savez que vous aussi vous faites de la diffamation? Est-ce que vous le savez? Non, la loi me dit quoi? La loi me dit que lorsque tout propos qui est relayé par un organe légalement autorisé à publier doit être repris par une autre personne, il a l'obligation de citer la source. Vous citez la source. C'est cela. Mais vous devez vous informer sur la crédibilité de l'information. Je vous reprends encore. C'est un souci de l'équipe de l'information. Je vous reprends. Pour que vous, votre télévision puisse être autorisée à émettre, il faudrait avoir obéi à un certain nombre de cahiers de charges que l'autorité de tutelle élabore
et votre engagement à travailler suivant ce cahier de charges-là vous oblige à avoir une conduite professionnelle, avoir un amont de vérification. Donc tout ce que vous rendez public est présumé vrai. C'est important. Vous parlez de conduite professionnelle, de valeurs professionnelles. Est-ce que vous, souvent, vous n'avez pas l'impression de faire atteinte souvent à certaines règles professionnelles? Pas du tout. Dans le cadre de votre travail? Partout où j'ai été, j'ai fait l'objet de 2 à 3 poursuites. Parce que souvent, quand on vous écoute, les grands dossiers, c'est sur des hommes, c'est pas sur des faits. Non, au contraire. Les faits sont conduits. Parce que vous êtes là, vous parlez souvent, c'est dans un monologue souvent. Et ceux qui vous attaquent ne sont pas sur le plateau. Est-ce que quelque part, Arasbach ne fait pas dire des règlements de compte sur le plateau? Au contraire, vous vous trompez. Les grands dossiers, mes émissions, c'est des faits soutenus par des preuves matérielles. Je commente que ce qui est rendu public par la presse, de la part des hommes en charge de la gestion des affaires publiques. Mais vous choisissez les éléments qui vous intéressent, les éléments qui rentrent en droite ligne avec vous, votre combat et bien vous, sûr, votre mais c'est conviction. cela, mais je crois que vous reconnaissez une des valeurs. J'ai un objectif, l'éveil de conscience, renforcement des capacités de contrôle des citoyens. Contrôle, je peux exigence de contrôle des citoyens. Les insultes sur les plateaux télévision, les dénigrements, on ne rentre pas dans les détails. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une entorse souvent aux règles déontologiques? Je n'ai jamais insulté personne, je n'ai jamais été rappelé par personne. Et pourquoi vous êtes en prison, vous êtes allé en prison? Mais la première fois, c'était pour déstabilisation. Vous avez parlé aussi, vous avez parlé de diffamation, vous avez parlé d'outrage à magistrat. Mais ça, c'est le dernier dossier qui est en cours. C'est le dernier dossier. Et vous parlez Qu'est-ce qui vous a valu ce dernier dossier-là? Mais les magistrats estiment que je les ai outragés. Le dossier n'est pas vidé. Donc vous me condamnez déjà à la présomption d'innocence. Vous n'en faites quoi? Je ne vous condamne pas. Je vous condamne pas. C'est pas la première fois que j'ai fait l'objet de poursuites. Okay. J'ai été poursuivi par Blaise Sangaré. J'ai été poursuivi par l'ancien ministre de la Justice Ismaël Konaté de Prouti. Donc ce n'est pas mon premier procès. Quand vous dites Prouti, est-ce que c'est normal? Ben oui, c'est son surnom. Comme vous m'avez présenté Arasbach. Il a un nom, vous pouvez l'appeler. Mais vous avez dit Mohamed Youssouf Bathily dit Arasbach, ce n'est pas une faute. Okay. Et alors? On vous le concède, M. Arasbach. Arasbach, on va essayer d'avancer dans le débat. Vous êtes un bon interlocuteur, il faut le dire de passage. vous et les hommes politiques, est-ce que c'est un mariage de raison? Il vous arrive souvent le choc, voilà. Parce qu'ici, je le dis, je vais vous rassurer, vous avez certainement fait un séjour en prison, mais ici, ce n'est pas les arguments de la force, mais c'est la force des arguments. Donc, soyez à l'aise, soyez à l'aise. Pas de panique, monsieur Arasbach. Vous pensez que vous m'effrayez? Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Soyez à l'aise. Je ne voudrais pas aller très loin. Allez-y, monsieur Arasbach. Non. Et vous pensez que vous... Non, je vous dis seulement que c'est le choc des idées, c'est la force des arguments. Soyez-en sûrs. La question, elle est quoi? La question, c'est toujours le compagnonnage avec les hommes politiques. Mais qu'est-ce qui est de plus normal? Est-ce qu'il n'y a pas de compromission à ce niveau? Mais non, je suis désolé. Vous savez, je crois que vous allez apprendre ce soir avec moi. L'homme politique est celui qui, suivant la loi, a été autorisé à conquérir le pouvoir et l'exercer. Okay. L'homme politique est celui qui, suivant notre loi, bénéficie de la subvention, mon impôt, pour m'informer. L'homme politique est celui qui, une fois au pouvoir, a la charge d'améliorer mes conditions de vie. Qui de plus normal que moi de m'intéresser à chaque acte qu'il pose, aussi bien dans la vie privée que dans la vie publique. Alors le faire, c'est faire preuve en réalité de civisme, c'est faire preuve de bons citoyens. Serez-vous candidat à la prochaine élection? Non, tout ça c'est présidentielle? Non. C'est pas mon ambition. Je suis un citoyen qui paye son impôt et qui exige que celui qui est en charge d'améliorer mes conditions sanitaires, sécuritaires, éducatives, de l'emploi, puisse être à hauteur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que le mythe Arasbach est en train de s'effondrer? Mais il n'y a jamais eu de mythe, sauf pour celui qui est naïf. Moi, je suis un citoyen, je suis un croyant, je suis un homme imperfectible. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que vous êtes dans le creux de la vague? Vous n'avez pas cette impression-là? Le mythe, c'est quoi pour vous? Non, est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui, le Rasta d'hier ou d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? C'est le même Rasta? Mais oui. Rien n'a changé. Les convictions n'ont pas changé. Vous venez de dire que le grand dossier est toujours celui qui est le même. Donc, est-ce que j'ai changé? Je ne l'ai pas dit. Est-ce que les sujets ont changé? Est-ce que le combat a changé? J'ai parlé de votre émission. Ah, mais oui, on va avancer, Arasbach, on va avancer. Ce qui est même important. Vous avez été créateur d'un concept célèbre, choquer pour éduquer. Est-ce que pour vous, il faut forcément choquer pour éduquer? Ah oui, c'est une conviction? Non, une méthode de communication, une méthode d'éducation que vous êtes vous-même en train d'utiliser. Parce que vous pensez que par cette... Mais je ne suis pas en train de vous choquer. Non.
Je ne vous choque pas, Rasbach. C'est pourquoi vous avez Vous le reconnaissez, je ne vous choque pas. Non, vous avez cru qu'en me choquant, vous allez me perturber. C'est pourquoi vous non, vous êtes permis de dire Rasta, calme-toi. Non, Rasbach, je ne l'ai pas dit. Vous savez c'est quoi? Rasbach, je ne l'ai pas dit. Ok. Choquer pour éduquer. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il existe deux façons de rappeler l'homme à son devoir. Il existe deux façons alors de ramener l'homme à s'inscrire dans la droite ligne. La façon positive et la façon morale qu'on nous enseigne en droit. La façon positive, c'est les sanctions que les tribunaux vous infligent avec ces modes de sanctions, je veux bien dire quoi. La façon morale, c'est quoi? C'est que vous, journalistes, vous avez été choisis parmi des milliers de journalistes par votre chaîne, enfin par votre direction, pour animer ce débat. Il vous est attendu une exigence, une qualité. Il vous est attendu un résultat qui va faire les renommées, qui va faire l'aura de la télévision. Si vous vous avérez en deçà de l'attente qui est placée en vous, si vous posez des actes qui sont contraires aux règles ou au cahier de charges ou aux conduites qui vous est imposées, alors il y a deux sanctions. Soit la direction peut vous poursuivre devant le tribunal pour manquement grave à l'éthique professionnelle, ou il peut vous dire, monsieur, vous avez été incapable. Et ce terme incapable veut dire quoi? Vous n'avez pas respecté. Mais c'est un truc moral et non une insulte, c'est un adjectif qualificatif qui est reconnu. C'est pourquoi quand le procureur à l'époque m'a dit, Rasbach, vous l'avez pas choqué, vous l'avez pas choqué, c'est sûr. Non. Vous l'avez éduqué. Et le choc est même. Est-ce que vous l'avez éduqué? Beaucoup même. Il a été éduqué, le procureur. Non, j'ai dit, le procureur m'a dit que Rasbach, même si ce n'est pas une infraction pénale, moralement, ça fait un peu mal. Je dis, bien sûr, c'est le but. C'est quand ça ne te fait pas mal, tu ne prends pas conscience des conséquences de ce que tu poses. C'est parce que je veux te faire mal pour que tu puisses te rappeler que l'acte que tu as posé a causé aussi des préjudices aux citoyens. C'est cela. C'est le but, c'est fait à dessein. C'est pourquoi choquer, c'est fait à dessein. Éduquer, bien sûr. C'est fait à dessein. Bien sûr. Rasbach, la démocratie malienne a 30 ans. 30 ans après, nous avons des militaires au pouvoir. Échec de la démocratie ou accident de parcours? Il n'y a pas d'accident dans la vie d'une nation. Je suis désolé. Dieu nous a dotés de la raison pour avoir une capacité d'anticipation, une capacité de réflexion, une capacité de correction à temps. Et lorsqu'on s'abstient de tous ces devoirs et qu'on bute à des situations comme celles auxquelles mon pays est buté, s'il te plaît, c'est facile de le placer sous l'angle du fatalisme ou de Dieu. Je suis désolé. Sinon, on ne l'aurait pas prescrit comme un crime imprescriptible dans notre code pénal. C'est l'échec de la démocratie. L'échec de la démocratie en ce sens que la démocratie étant un idéal, étant un mode de gouvernance, avec tout ce qui va comme éducation, tant des citoyens que des dirigeants, à tous les niveaux, nous avons failli. Qu'est-ce qui a amené Rasbach à vouloir aller sur les ondes, à vouloir monter sur la radio? C'est suivant l'expérience que j'ai vue au Sénégal lors de mes études de Master 2 en droit processuel de 2010 à 2012. Je vis combien on a associé la langue locale sénégalaise à lever au renforcement des capacités des Sénégalais et des citoyens par la transcription des règles de gestion des affaires publiques en langue locale afin que chacun étant doté de la raison puisse, quel que soit son niveau social, éducatif, avoir un esprit critique et exercer un contrôle des citoyens sur les dirigeants. Donc ici, on a échoué. C'est l'échec des politiques, de la société civile, tout le monde, les populations, tout le monde. Les citoyens, tout le monde. Pas que de la politique. Parce que quelque part, les populations, ils manquent de courage et parfois des moyens d'interpeller ou de pression sur le maire par rapport à ce qu'ils subissent comme conséquence de gouvernance. Aussi bien les citoyens. Pas plus tard que hier, j'étais avec un grand frère à moi, un éminent avocat sur un plateau, et sur mon plateau, qui a eu à dire clairement que le député, son boulot n'est pas de faire la route, que son boulot n'est pas de faire des eaux. Je dis, je suis désolé. Le député est le douanier, le député est l'avocat des autorités déconcentrées de sa circonscription. Lorsque un maire a des problèmes d'addiction d'eau, un maire a un problème d'école, un maire a des problèmes de santé, il n'a pas ce pouvoir d'interpeller les ministres de tutelle. Il peut passer par le député de sa circonscription pour interpeller le ministre qui a ce pouvoir de par la loi, d'interpeller le ministre à l'Assemblée nationale, d'avoir communication de tous les dossiers. C'est là que le député sert de lobbying, sert d'avocat à toutes les autorités déconcentrées de sa circonscription, tant sur
le plan sécuritaire, sur le plan de l'éducation, sur le plan sanitaire, tout ce qui touche à la vie des nations. Lorsqu'un commissaire a des problèmes d'effectifs, a des problèmes d'équipement pour assurer la sécurité des populations de sa circonscription, il peut recourir au député qui peut aller plaider auprès du ministre de la Sécurité. Et si la solution y est, c'est en partie grâce à l'implication du député. Donc voici autant d'insuffisances d'interprétation des textes et des rôles qui nous a manqué. Qui justifie votre engagement citoyen. Mais c'est cela. Ok. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, avez-vous été surpris? Comment vous avez appris la nouvelle? Non, pour la première fois ou deuxième fois. Parce que la deuxième fois, le deuxième coup de quoi? Le coup d'État dans le coup d'État. Oui. Comment vous l'avez appris? Je l'ai appris par les médias, ou comment je l'ai senti. Oui, oui. Mon impression là-dessus. Vous étiez où à l'époque? J'étais en prison. Ok. Vous avez été surpris? Comment? Non, je n'ai pas été surpris. Okay. J'avais vu depuis à l'entame de cette transition que je serais surpris que Hachim et Bandao arrivent ensemble au terme de cette transition. Cela se découlait du manège que le colonel avait tenté de jouer à la CEDEAO et aux Maliens lors du sommet à Accra, où ils se sont présentés avec une charte qui contenait 2 dispositions que CEDEAO a recusées. La première était qu'ils avaient prévu le poste de vacances du président et que le vice-président pouvait en occuper. Deuxièmement, ils avaient inclus parmi les prérogatives du vice-président le pouvoir de s'occuper des questions sociales, économiques et politiques. La CEDEAO a retoqué la charte qu'ils avaient amenée pour dire que d'abord, le vice-président ne pourrait pas seconder le président. 2, le vice-président, ses prérogatives se limitent qu'aux questions sécuritaires et de défense. Donc, à leur retour, à l'analyse de point de presse animé par le colonel Ouagué, on sentait que c'est des forces qui vont lâcher. Okay. Il dit que la CEDEAO nous avait demandé que si nous étions d'accord, tout de suite, ils étaient prêts à lever les sanctions. Mais que, étant des mandataires, nous ne devons de retourner à Bamako pour rendre compte et ensuite dégager une position. Et que donc, ceci étant, les Maliens, dans leur majorité, ont opté pour un militaire président, que dans leur majorité, ont opté pour une transition à peu près 2 à 3 ans, que dans leur majorité, les Maliens ont adopté cette charte-là. Mais que le réalisme étant tel, les sanctions étant telles, alors qu'ils sont obligés de céder. Okay. Donc, mais ils se sont gardés les moyens. Et connaissant, à l'époque, je l'ai dit, ce qu'on entendait du caractère de Bandao, que quelqu'un qui démissionne facilement, et le suite à une pression. Sauf que cette fois-ci, il n'a pas démissionné. Et c'est pourquoi quand j'ai entendu Bandao à Abidjan dire que tout le monde pense que mon habitude, que cette fois-ci j'irai jusqu'au bout, ils ont dû se dire que, attention, ce monsieur-là, on était dans la logique alors de le pousser par des choses à démissionner par lui-même. Mais cette fois-ci, il est décidé à aller jusqu'au bout, donc ils n'ont pas d'autre choix que de le débarquer par la force. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, et la preuve en a été... Est-ce que pour vous, aujourd'hui, Assimi Goïta peut changer quelque chose? Ben, déjà, les signes qu'il est en train de montrer sont rassurants. Moi, ces 48 heures, j'ai été très agréablement surpris de pas qu'il est en train de poser par rapport aux attentes du peuple. C'est quoi? Lorsque c'était le dimanche à 12h30, j'étais couché, j'écoutais le journal RFI et j'ai entendu un reportage de notre confrère et notre grand frère cher Daniel qui a rapporté les propos d'un collectif de femmes de Kati invitant Hachim à prolonger la transition. Et immédiatement dans le même reportage, il fait passer un propos de Hachim qui a profité de la visite du président Bissau-Guinéen pour dire que, pour rappeler son engagement à respecter, son attachement à respecter les engagements qu'il a pris vis-à-vis du peuple et des trucs, et notamment les élections à venir. Et qu'à ce fait, il a instruit au Premier ministre de tout concentrer sur le respect du délai des élections. Et dans le même reportage, Cher Daniel fait aussi passer le Premier ministre qui aussi dit que suivant l'instruction du premier président de la transition, nous allons actualiser les programmes du gouvernement. C'est là que je dis Choguel actualise Choguel. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont dans la dynamique de respecter la date du 27 février 2022 pour les élections présidentielles. Et autre fait qui m'a énormément aussi rassuré et conforté, c'est le processus enclenché par le ministre de l'administration territoriale par rapport aux 2 journées d'atelier avec la classe politique, la société civile, pour s'entendre sur l'organe devant organiser les élections à venir, afin de rassurer
et tout le monde par rapport à la transparence, à l'inclusivité, à l'adhésion au résultat. Donc ça rassure. Mais ça rassure. Son premier ministre s'appelle Choguel, il était à l'époque président du comité stratégique du M5 RFP, ce vétéran de la politique malienne. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il aura les coups de franche pour réussir sa mission? Mais il faut être naïf pour le croire, et Choguel même ne prétend pas avoir de coups de franche. Si vous l'avez entendu lors de son atelier avec les secrétaires généraux, il a dit qu'il a pris l'engagement solennel au président de la transition que lui et son gouvernement travailleront suivant les instructions du président de la transition, qui vont le servir par loyauté, honnêteté, obéissance absolue à colonel. C'est ce qu'il a dit. Donc Choguel... Mais vous venez de dire que le colonel est dans la dynamique d'organiser l'élection. C'est pourquoi Choguel dit qu'il va actualiser lui-même ses ambitions. Il va revoir ses ambitions à la baisse pour se conformer à la volonté de Hachim. Okay. Donc Choguel n'a même pas besoin de marge. Est-ce que les premiers pas de Choguel rassurent? Est-ce que les premiers pas de Choguel, est-ce qu'il y a un style Choguel Maïga? Le style Choguel Maïga, c'est de changer chaque 3 jours. Il est arrivé. Changer, ça veut dire quoi? C'est de changer de position de discours. Et j'ose espérer que cette fois-ci, il a changé pour de bon, pour ne plus changer. Vous voyez, j'ai relevé quelque chose. Personne n'a intérêt qu'aucun dirigeant de quelque bord politique échoue. Moi, je ne suis pas un homme politique qui combat ou bien qui ambitionne le poste de quelqu'un. Non. Sur la société civile, mon rôle est de veiller à ce que les politiques puissent être bénéfiques pour tout le monde. Choguel, il arrive à la primature. Il organise un premier cabinet au cours duquel il décline un certain nombre d'axes prioritaires. Le référendum, la relecture d'après lui intelligente de l'accord, l'audit de tous les services publics, les collectivités territoriales, les assises de la refondation, les assises de la refondation, oui. Et l'impunité, il décline au moins 5 à 6 axes. 3 semaines, 1 mois après, le président sort, lui dit, arrête tout ça. Concentre-toi sur les élections. Et lui-même, il sort, il dit, j'actualise mes programmes désormais, je me conforme à ce que le président a dit. Je dis, bon sang, tu avais à consulter d'abord le président avant de décliner tes axes. Pourquoi sortir? Il avait un agenda personnel. Mais justement, c'est là quand vous me posez, est-ce qu'il a des marges? Je dis, Choguel lui-même a décidé de renoncer à tout ce qu'il a comme ambition personnelle. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme agenda personnel? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme agenda personnel? C'est avoir de quoi renforcer ses capacités politiques et ses amis qu'il va envoyer à la conquête du pouvoir, puisque lui-même, suivant la charte, ne peut pas être candidat. Donc sa survie politique dépendra de la promotion de ses alliés politiques du M5. Donc Choguel, c'est pourquoi il a tout fait pour que l'organe unique puisse passer. Parce que l'organe unique, s'il passait... Pour les élections. Si l'organe unique passait hier à l'issue des ateliers, de la rencontre des classes politiques, ce qui aurait forcément nécessité la prolongation de la transition. Parce qu'il fallait un délai, des conditions techniques pour pouvoir opérationnellement mettre en place cet organe unique. C'est ce que tout le monde a su hier, que compte tenu du délai court, l'impossibilité matérielle de mettre cet organe unique en place, on ne pourrait pas le faire. On voyait le jeu qui était derrière. Et c'est pourquoi je dis que Hachim et le ministre de l'administration territoriale, de par ce qu'ils ont posé dans ces 48 heures-là, est rassurant. Tenez-vous bien quelque chose. Pendant que le ministre de l'administration territoriale adressait des courriers aux partis politiques et aux sociétés civiles, et pour les deux conclaves, Choguel, vendredi et lundi, est sorti pour dire que c'est déjà clôturé. L'organe unique a été adopté. C'est quelque cacophonie. Ça n'allait pas le peine. Donc Choguel, et quel agenda il a? Mais son agenda, c'est la promotion politique de sa formation M5. Les Bitar, les Moumtagata, les tous qui ont des ambitions politiques, Mounigo Sidibé et tout ça. C'est ça son ambition. Parlons maintenant de... On peut parler de la gouvernance actuelle. Est-ce que les lignes ont bougé, à part le style Hachim? Dans quel secteur on peut dire que les choses ont évolué? Non, à part l'élection. Ce qui est en train de faire, c'est l'inclusivité, le processus d'inclusivité qui est en cours par rapport à l'organisation des élections, rien n'a changé. Au contraire, les choses s'empirent. On a parlé de gouvernance de rupture, par l'exemple. Qui ça? Choguel Maïga. Justement, cette gouvernance de rupture, je ne sais pas si c'est dans le sens positif ou si c'est encore pour empirer la situation. Vous savez le prix de viande?
De 2200, on est à 4000 francs. Et j'ai écouté l'autre jour, dont je me suis fait le devoir de passer l'élément et le traduire en bambara afin de le partager. Oui, allez-y. Docteur Ba, Oui. le président du collectif des éleveurs. Okay. Mais il nous a appris hier soir que le Mali, contrairement à ce qui nous a toujours été chanté, on n'est plus exportateur de bétail, on est maintenant importateur. Nos bétails sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les centres habituellement de pâturage pastoraux sont aujourd'hui minés par l'insécurité. On ne peut plus élever de bétail là-bas. C'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui nous importe, qui nous exporte. Le truc, ça c'est d'un. De deux, par rapport à l'impunité dont il a parlé, le discours même déjà, il n'a parlé que des tueries de 10, 11, 12. Certes, les morts sont dramatiques, personne ne peut ramener les morts à la vie. C'est catastrophique, c'est dramatique la mort. Mais la mort n'est pas que le seul préjudice qui est survenu lors des événements de 10, 11, 12. Il y a eu des dommages aux biens publics et privés, des actes de vandalisme. L'ORTM a été saccagé. C'est quoi l'ORTM? Service public. C'est mon impôt, c'est ton impôt à toi. L'Assemblée nationale, des biens qui ont été détruits là-bas. Pourquoi le CNT aujourd'hui au CICB? C'est ce que je dis, Kaudjim. Pourquoi tu n'as pas été à l'Assemblée nationale à Bagdadi? Pourquoi tu es au CICB? Parce que l'Assemblée ne répond plus maintenant aux normes d'abriter un organe législatif. Pourquoi? Parce que certains l'ont vandalisé. Et ces gens ne méritent pas d'être poursuivis. Et ceux qui ont perdu leurs biens privés, leurs véhicules qui se sont vus saccagés, les stations privées qui ont été vandalisées. Choguel ne parle pas de justice à ce niveau. Il faut ouvrir des dossiers à tous ces niveaux, quoi. Mais quand on dit impunité, ça veut dire quoi? Que toute faute, toute infraction ne resterait impunie. Et toute personne qui serait reconnue coupable d'infraction ou de faute. On va parler d'actualité politique toujours. Hein. Boubou Cissé, vous connaissez très bien le parti de Feu Soumaïla Cissé, l'URD, pour avoir été son porte-parole pendant la présidentielle de 2018. Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre de Ibeka, le dernier Premier ministre d'Ibeka, qui débarque à l'URD avec armes et bagages, hein, si je peux parler ainsi, puisqu'on est dans une phase de transition. Quelle lecture faites-vous de cette adhésion de Boubou Cissé à l'URD? C'est une logique. Quand j'ai entendu 2 à 3 personnes dire que ah bon, Boubou a tué Ibeka, Soumaïla qui a combattu Ibeka pendant 7 ans se retrouve à rejoindre l'opposant farouche de Ibeka. Les partisans de l'URD disent que Boubou, ils ont massacré la mémoire de Soumaïla, Boubou qui a été le premier d'Ibeka et qui a été l'opposant ou l'adversaire qui a rendu la vie difficile à Soumaïla et toute l'opposition, et accueille encore cette même personne-là. De part et d'autre, j'ai entendu. D'abord, à ce que je sache, j'ai jamais entendu que Boubou a été un homme politique de quelques partis politiques qu'il soit au Mali. Mais pour qui suit l'évolution ou les réalités politiques au Mali depuis les 7 ans, qui est-ce qui a combattu Boubou? Qui a approché le M5 pour leur demander de proposer une motion de censure contre Boubou? C'est RPM, Moussa Timbine, les Tereta. On se rappelle, Choguel est sorti pour dire qu'on est parti chercher quelque chose, on nous offre les bonbons. Ce n'est pas la tête de Boubou qu'on veut, c'est Ibeka qu'on veut. Qui est-ce qui, pendant 3 mois, 1 an, a crié sur tous les toits que la primature revenait à RPM et non à un non-RPM? Ça, c'est les Tereta, le EPM. OK? Et deuxièmement, vous vous rappelez de la concertation qui a donné lieu à la nomination de Boubou et au contrat, à l'accord politique qui a vu les Stiablés entrer au gouvernement? Mais les premières négociations étaient conduites par qui et qui? Après les premières tête-à-tête entre Ibeka et Soumaïla, c'était avec Boubou. Mais deuxièmement, vous semblez être très informé sur l'activité ou sur l'actualité de Boubou Cissé. Et vous êtes pratiquement surpris. Non, vous n'êtes pas surpris. Je suis un leader. Vous êtes un journaliste. On se doit d'analyser, de suivre l'évolution des affaires publiques et politiques de notre nation. Okay. Mais ils sont nombreux. Je n'ai pas encore fini. La libération de Soumaïla Cissé, j'en aurais fini. Okay. Vous avez lu à la libération de Soumaïla les dépêches qui sont sorties de par le monde entier et comment le processus de négociation a été enclenché depuis en son temps et comment l'enchère a monté suite au fait que Moussa Diawara, à l'époque, directeur de la sécurité d'État, d'après les coupures de presse qui sont sorties, jusqu'à preuve du contraire jamais démenti, ayant appris qu'un réseau de négociation avait été mis en place suivant des canaux de Boubou Cissé par Ibeka, Boubou et Ibeka qui conduisaient les négociations de Soumaïla, Moussa Diawara ayant su
Kia, la primature et Ibeka qui conduisaient cette négociation à l'insu de la sécurité d'État s'est imposé afin que les négociations reviennent au niveau de la sécurité d'État. Et c'est ainsi que Moussa Diawara a informé la France. Alors la France aussi a imposé que les autres Français, la dame, j'ai oublié son nom, mais Sophie Petrona, puissent faire partie de l'eau des otages à libérer, ce qui a augmenté l'enchère. Donc il y a beaucoup de choses. Troisièmement, il y a Djené. Qui est-ce qui est le député de l'URD depuis, à ma connaissance, depuis 10 ans? C'est les Cissé. Donc, il y a énormément de facteurs. Et c'est pourquoi, à un moment donné, je me dis... Mais pourquoi aujourd'hui, le timing, ce n'est pas le fait d'adhérer à l'IRD, de sommet la Cissé qui pose problème, mais le timing. Le timing, on est à quelques encablures de la présidentielle de février 2022. Lorsqu'on m'a arrêté, je me rappelle très bien. Puis on vous disait aussi très proche de Boubou Cissé. Non, je vais vous expliquer une chose. Par rapport au timing, au fait que Boubou aille, ou qu'il se lance même à la politique, personnellement, je le croyais pas. Le timing est bon, il est bon pour vous. Mais est-ce qu'on ne l'a pas poussé à l'être? Qui l'a poussé? Mais le pouvoir actuel. Vous savez, quand on m'a arrêté le 21 décembre et qu'on m'a conduit à la sécurité d'État, lundi, le lendemain, on m'a enlevé mes dreadlocks sans me notifier les charges. Le mercredi... Ça vous a choqué? Oui, je suis un rasta. Et là, vous comprenez le sens de choquer? Mais bien sûr. Mais là, ce n'était pas dans le sens de m'éduquer, mais c'était de se venger. Puisqu'on ne m'a rien dit. Donc il y a choqué pour venger et choqué pour éduquer. Mais justement, c'est pourquoi j'ai ajouté éduquer. Vous choquez pour éduquer, mais ils ont choqué pour venger. Justement. Et ça fait mal. D'où la différence, bien sûr. Est-ce que la vengeance est une valeur? Non, dans certains sens. Et le jeudi, quand le colonel Nyangadou, j'étais cagoulé, de par sa voix, j'ai su qui il est. Il m'a dit, monsieur Razbach, on a beaucoup de respect pour toi. Et nous sommes désolés pour tout ce qui est en train de se passer. Mais notre mission nous recommande de vérifier un certain nombre d'informations. Notamment, nous aurions appris que Boubou Cissé serait candidat, soit à titre d'indépendant ou au nom des partis politiques. Est-ce que vous en avez connaissance? Si oui, alors par quel moyen? Je dis, Boubou candidat, vous venez de me l'apprendre. Je ne l'avais jamais su. C'est à la sécurité d'État, ils me l'ont dit. Vous comprenez? Donc, vous savez, à force de persécuter quelqu'un, à force de prêter à quelqu'un une intention, vous le mettez dans une situation où il n'aura d'autre choix parce que beaucoup d'autres auraient souffert à cause de lui sans qu'il n'en ait été pour rien. Et il peut se sentir dans une obligation morale de redevabilité vis-à-vis de tout ça. On lui a prêté l'intention d'être candidat. On lui a prêté l'intention de vouloir renverser la transition. Pour vous, c'était des intentions. Non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les intentions ne se précisent pas? Je dis, mais est-ce que c'est pas eux qui l'ont poussé? C'est légitime. C'est pourquoi on a dit, qu'est-ce qu'il gagne? Quel intérêt à le pousser? Mais quel intérêt il a à gagner? D'abord, il a l'intérêt de prendre part au débat public. Non, je parle de... Tu dis qu'on l'a poussé. Ceux qui l'ont poussé. Je dis, est-ce qu'on ne l'a pas poussé? Oui. Si oui, qu'est-ce que ces gens-là gagnent en le poussant? Mais ce n'était pas leur intention. Leur intention première était de l'écarter. C'est pourquoi ils ont été montés ces dossiers bancals. Coup d'État par des ponctions. Coup d'État avec des dreadlocks. Coup d'État sans armes. Alpha, le colonel Alpha Yaya Sangaré. On ne va pas faire le procès de Alpha Yaya Sangaré. Non, je n'ai pas fini. C'est pas vous qui l'avez dit, c'est moi qui l'ai dit. C'est colonel Wagé, colonel Diaw, colonel Alpha Yaya, Boubé et Diko qui ont fomenté tout ça. On va parler même on va parler de peut-être de votre relation. Parce qu'ils avaient des raisons de craindre Boubou. Diko avait peur de Boubou, Boubé avait peur. Ok, aujourd'hui, pour vous, est-ce que Boubou a des chances? Est-ce qu'il est présidentiable? Je ne saurais le dire. En tant qu'analyste? Je ne saurais le dire. Présidentiable, il l'est comme tout le monde. Il est comme Moussa Mara. Vous semblez en douceur appuyer cette candidature de Boubou Cissé, monsieur Razbach. Boubou, vous savez, contrairement donc après la prison, est-ce qu'il y a eu des relations? Est-ce que vous êtes vu? Mais si. La relation? La prison a été l'occasion que je l'approche pour la première fois. À ma sortie de la prison. Et vous avez échangé. Les premiers mots étaient quoi? Les premiers mots étaient franchement c'est désolé de tout ce qui s'est passé. Il m'a vu grand frère. Je suis vraiment désolé de tout ce qui s'est passé. Et que Dieu nous préserve. Et ça a été une occasion qu'on se découvre en profondeur. Après la libération, est-ce qu'il y a eu une seconde rencontre? Non, c'était après la libération. Après la libération. Je ne l'avais jamais rencontré avant. Après la libération, Je ne l'avais jamais rencontré avant. Et c'est moi qui ai demandé à aller voir leur mère. Il ne vous a pas sifflé qu'il serait peut-être tenté par un destin présidentiel? Non, c'était lui. Il y avait sa mère. C'est moi qui ai demandé à aller saluer leur mère.
C'est pas lui que j'ai demandé à voir, parce que leur jeune frère qui était détenu avec moi est devenu l'un de mes meilleurs amis, Agib Tal. Un jeune homme que j'ai découvert profondément humble, profondément courageux. Est-ce que vous avez dans votre parcours, est-ce que vous regrettez des actions? Parce qu'on l'a vu, vous avez tiré souvent à boulet rouge sur certaines personnalités. Vous avez tiré à l'époque sur... Vous avez, à l'époque, vous avez tiré à boulet rouge sur Maître Kassoum Tapou, qui accident, je ne sais pas, concours de circonstances, il devient votre avocat, il vous tire d'après. Kassim a bien répondu, c'est pourquoi Est-ce que vous ne regrettez pas souvent? Justement, c'est pourquoi je dis vous apprendrez énormément aujourd'hui avec moi. Vous savez, je n'attaque pas par plaisir de faire mal, contrairement à Alpha Yaya, au colonel Nyangadou, à l'ancien DG, à Diko et Boubé. Vous n'avez pas de rancune, hein? Vous n'avez pas la rancune tenace. Non, pas du tout. Vous savez, si vous êtes dépositaire d'un pouvoir public, avec en charge de gérer mes impôts, quelles que soient nos affinités, lorsque vous vous comportez pas bien ou ne suis pas satisfait de vos actions, ne croyez pas que vivent nos liens, que je ne vais pas le dire, hein. Je le dis. Mais ça n'affecte en rien à nos relations, à mes respects pour vous, à mon estime pour vous. C'est vous qui pouvez tout mélanger. Et lorsque vous me rencontrez dans la rue... Mais est-ce qu'avec ça, vous ne risquez pas d'être solitaire, comme vous l'êtes aujourd'hui? Mais vous savez que... Beaucoup de vos oies aujourd'hui sont partis de l'autre côté. Au contraire. Je ne dirai pas de nom. Qui? Même ne vous gênez pas de dire de nom. Non. Tout ce dont vous venez de citer, Kassim. Vos élèves, certains de vos élèves sont partis. J'ai jamais eu d'élèves, hein. J'ai des camarades. Prenez Kassim Tapou. On vous présente comme un guide, hein? Ça, c'est des termes auxquels je ne crois pas, mais c'est des trucs qui passent. Vous savez, ce qui me respecte le plus, c'est ce que je critique. La plupart au départ pensaient que j'étais payé, y compris mon père. Peut-être que vous ne savez pas comment je l'ai comparé. Quand je démarrais ça, je rentrais de Dakar. Mon père était ministre. Je tirais sur le gouvernement. Je rappelle, hein, pour ceux qui nous regardent, les téléspectateurs non maliens, que votre père était l'ancien ministre de la justice de Ibrek. Des domaines de l'urbanisme et tout. De la justice. De 2013 jusqu'à 2016. Un avocat, Voilà. Mais exactement. La démolition opérée par... Mais est-ce que lui, il vous a appris à choquer pour éduquer? Est-ce que c'est un style aussi... Non, c'est le style Arasbach. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas été choqué, vous? Non, on m'a beaucoup choqué pour éduquer. Moi, on me fait ça constamment. Ça, c'est notre famille. Hein. Quand tu fais quelque chose, on dit, mais tu n'as pas honte, tu regardes tes camarades. Donc, vous avez grandi dans cette ambiance? Ça, c'est l'éducation Bambara, c'est l'éducation Sarakouli. On choque dans le milieu Bambara. Nous, moi, je suis Sarakouli, mais grandi dans le milieu Bambara. Lorsque tu n'arrives pas, quand on se... Par exemple, on est en plein hivernage. Quand on va te trouver à 10 heures au lit, vous savez ce qu'on te dit? Tu n'as pas honte, toi? Tes camarades sont au champ. Et toi, tu es là à dormir. Tu es la honte de ta famille. Là, on te choque. Pour te pousser à te lever, à aller travailler. Lorsque tes camarades vont en aventure pendant la saison sèche, qui reviennent avec un butin, de l'argent, qui reviennent avec de quoi augmenter ou améliorer la condition de vie de leur famille, à côté, on te dit, mais tu as passé, toi, tu as fait la saison sèche à faire quoi? À danser, à dormir ici. Pendant que tes camarades sont allés à Bamako, tes camarades sont allés à Côte d'Ivoire, travailler pendant la saison sèche pour ramener de quoi augmenter la capacité de production, la condition de vie de ces trucs. Ça te choque pour aller travailler. C'est une éducation qu'on a reçue chez nous. Ça, c'est dans le sens positif. Vous comprenez? Est-ce que dans votre combat, est-ce que Rasbat, vous avez perdu des amitiés, de la fraternité? Mais évidemment. Pour vos convictions, pour votre combat. Mais évidemment, beaucoup d'amis. Est-ce que vous le regrettez? Non, au contraire, je le regrette. Les amitiés brisées, je le regrette la fraternité. Non, mais parce qu'aucun d'eux ne me dit que tu as tort, ils disent que tu n'aurais pas dû le dire vu nos liens. Et quand je leur... Est-ce que les gens aujourd'hui n'ont pas peur d'être même amis avec Rasbach? Parce que souvent, vous sortez des confidences. Mais celui qui sait... Est-ce que ça aussi, ça fait partie de l'éducation? Mais non, mais si toi, par exemple, tu sais que tu es directeur de Doliba et que demain, ta direction m'apporte des actes ou bien des preuves de malversation ou de connivence avec des invités, mais je ne vais pas me priver de le dire parce que si toi, tu échoues, c'est toute la corporation de la profession journaliste qui peut échouer. Malgré nos liens, je t'appellerai en privé. Vous allez tirer à boulet rouge. Mais évidemment, ça c'est ma mission. Vous allez tenter de choquer. Mais évidemment, Bob Marley l'a dit, now we see the light, we're going to stand up and fight for our rights. C'est clair et net. La vérité ne se cache pas. Dieu le dit dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah. C'est évident. Mais beaucoup de personnes, donc ceux qui craignent l'amitié de Rasbach. Mais vous réclamez de Mandela, de l'action de Mandela. Vous avez dit la dernière fois que Mandela a fait la prison, mais Mandela quand même a pardonné. Il a pardonné à ses détecteurs, il a pardonné à ses geôliers. Mais vous, une fois sorti de prison, vous avez repris encore les armes et vous commencez avec les invectives. Mais c'est pas... Non. Ce qui vous a valu une seconde, un second séjour. Excuse-moi, non, c'est pas des invectives. C'est pas des invectives. Je suis désolé. Parce que vous citez les gens nommément. Mais oui, et des majeurs, des adultes qui ont les droits nommément, qui savent de quoi je parle et qui savent la portée de ce que je dis.
et qui ont le droit de me poursuivre en justice pour diffamation. Qui sont des gens qui sont au pouvoir. Colonel Ouagé est ministre. Diao est ministre et président du CNT. Alphaya est officier supérieur de la gendarmerie. Colonel Nyangadou est officier à la sécurité d'État. Diko est quelqu'un... Est-ce que vous ouvrez beaucoup de fronts? C'est pour ça que je dis que vous dispersez carrément vos forces. Est-ce que vous pouvez faire la guerre, le combat à toutes ces personnes-là? Il fallait expliquer parce que la rupture qui a été avancée comme raison de perpétrer le coup d'État contre le peuple malien pour faire rupture avec Ibeka était de changer de gouvernement, de faire de gouvernance, de pratique. Et il s'est avéré à travers le premier dossier dit de déstabilisation, la continuité des mêmes pratiques, l'abus des services publics, le détournement du pouvoir public. Ok, on a instrumentalisé la justice et la sécurité d'État. Et quand on me dit, il paraît que vous auriez rencontré Boubou, je dis, mais je crois que vous avez mené des enquêtes préliminaires. On me dit à la justice, non, c'est à nous de nous dire si tu l'as rencontré. Okay. Mais tu as vu quel service dire ça? Mais c'est dit que vous êtes à la justice, très le procureur. C'est dit que vous êtes très intime du frère de Boubou Cissé, qui aurait même c'est ce de temps en temps, qui vous entretient. C'est ce qui s'est dit. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui, ce soir? Mais excuse-moi, vous savez, Léo, je l'ai approché après la prison. Et j'ai découvert Léo. Vous l'avez découvert comment? C'est largesse? Non, non, tous les jours pendant la prison, qui venaient voir leurs frères, ils venaient nous voir tous. Lui, Baba Cissé. Est-ce que ce n'était pas pour préparer certainement cette candidature de Boubou Cissé que vous ne savez pas? Entre-temps. Est-ce que souvent on ne vous manipule pas, Rasbaz? Est-ce que si toi, on m'arrête sous prétexte que... Parce que vous ne doutez pas. Non, je suis en train de te poser la question. De temps en temps, vous devez douter. Douter même souvent. Non. Mais vous ne doutez pas. Est-ce que vous voulez voir le côté moral, le côté humain, le côté vertueux de celui qui se sent moralement coupable de ce qui t'arrive de par lui? Ok, Rasbaz, ce n'est pas pour vous couper la parole, mais c'est ce qui vous arrive justement parce que vous ne doutez pas. À chaque fois, s'il vous plaît, vous cheminez avec les gens et après vous dites, je me suis trompé. Avec Soumaïla Cissé, on se rappelle. On se rappelle que vous avez... Je dis que je me suis trompé? Où ça, je l'ai dit? À l'époque, avant de soutenir Soumaïla Cissé, tout le monde se rappelle. Quoi? Tout le monde se rappelle. Les vidéos sont là. Vous pouvez être plus précis, ne pas me rapporter les choses de la rue. Vous êtes journaliste, vous avez préparé l'émission. Non, je suis journaliste. Ou est-ce que j'ai dit que je me suis trompé sur Soumaïla Cissé? Vous vous rappelez certainement des propos sur Soumaïla. Quels propos? Avant de l'accompagner. Quel propos? Soumaïla est député depuis presque 7 ans. J'ai parlé sur Ismaïla. Mais je parlais sur... Vous avez parlé de quel propos exactement? Non, je reviens. Vous avez parlé de l'imam Mahmoud Diko en disant à l'époque. Non, s'il vous plaît, vous me laissez continuer. Non, mais j'aimerais que les gens voient votre qualité de journaliste. S'il vous plaît, l'objectif, ce n'est pas de vous choquer. Non, pas choquer. L'objectif, ce n'est pas de vous choquer. Soyez-en rassurés. Non, mais c'est un devoir de vérité vis-à-vis des téléspectateurs. Puisque vous ne savez pas. Pour qu'ils puissent comprendre. S'il vous plaît, pour qu'ils puissent comprendre, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Donc maintenant, après, vous avez dit Mahmoud Diko, il était patriote, incorruptible, et après vous sortez pour nous dire que ce même imam est faux. Où est la crédibilité? Exactement. Où est la constance? Merci. Dans les prises de position? Celle-là, je vais bien vous choquer tout à l'heure. Okay. Et vous serez très bien éduqué. Par rapport à Soumaïla Cissé, vous n'avez pas pu dire exactement il s'agit de quel propos. Vous avez dit clairement que Soumaïla Cissé, même le cadavre du Beka, est mieux que soutenir Soumaïla Cissé. Enfin, vous arrivez au vrai propos. Okay. Vous savez c'est dans quel contexte? C'était lorsque la majorité, l'opposition était sortie pour faire une marche de protestation contre la vie chère. Au même moment, à Bankoni, que je venais de rendre visite aux populations, qui passaient la nuit pour attendre l'eau jusqu'à 5 heures du matin, au même moment où les médecins à l'époque étaient à près de 30 à combien de jours de grève, où les personnes interpellaient les gens pleuraient à l'intérieur des hôpitaux, qu'est-ce qu'on a vu comme action de la part de l'opposition et particulièrement du chef de file de l'opposition? Une visite au personnel de IOTA. Un communiqué, un point de presse. Je dis, monsieur Soumaïla Cissé, vous êtes député, Rasta est journaliste et société civile. Vous êtes en train d'agir exactement comme le Rasta. Mais à la différence de Rasta, la loi vous accorde le pouvoir d'interpeller le ministre de la Santé à l'Assemblée, le ministre de l'Énergie et de l'Eau à l'Assemblée, pour que les Maliens sachent le problème, la cause du problème de leur difficulté d'accès à l'eau sanitaire. Mais au lieu de cela, vous vous contentez. Tcheblin Dramé était avec lui à l'époque. Et le jour où il marchait pour protester contre la cherté de la vie, y compris les coupures intempestives, y compris les problèmes de l'eau. 2 jours après, on voit les factures de Tcheblin dans la rue, ils ne payent pas l'eau.
ils ne payent pas l'électricité. Je dis, mais vous n'êtes pas fondé à critiquer IBK, parce que si l'EDM fonctionne, c'est sur les produits de l'électricité consommée par les clients. Et vous, vous êtes un mauvais client. Donc, vous n'êtes pas le bienvenu pour le dire. Je dis, à ce titre, IBK, qui est le président, IBK, qui est le chef de l'exécutif, IBK, qui nous doit compte, et vous, vous êtes l'opposition, vous êtes doté des pouvoirs, vous êtes doté du budget pour contrôler IBK. Mais si vous vous contrôlez, vous vous comportez comme IBK, alors IBK vaut mieux que vous. C'était ça le contexte. Et c'est à juste raison. Et c'est pourquoi Gassama l'a dit après, qu'Erasmus nous a bien choqués à l'époque, on l'a compris. Ça, vous ne l'avez pas entendu. L'URD l'a dit. Okay. Qu'Erasmus nous a bien choqués à l'époque, on l'a compris. Souvent, vous parlez dans le et ça permet, souvent, vous parlez, souvent, vous parlez à régler toutes ces factures dans la semaine qui suit. Vous parlez dans le feu de l'action avec beaucoup d'improvisation. Et c'est justement mais c'était une analyse justement ça qui vous crée souvent des ennuis. Est-ce que c'était pas normal? Des ennuis. Est-ce que donc on va avancer. Quels sont aujourd'hui quel est l'état de vos relations avec l'imam Mahmoud Dicko, qui à l'époque, on vous qualifiait de patriote. Mais Mahmoud Dicko, vous savez pourquoi je dis ça? S'il y a une erreur, et j'ai présenté mes excuses à 3 personnes, dont 2 physiques et 1 morale. J'ai commencé à présenter des excuses d'abord à ma famille idéologique, le CDR et sympathisants, de m'excuser. Le CDR, c'est le collectif pour la défense de la République. De m'excuser de leurs avoir, excusez-moi, de leurs avoir conduit à soutenir et accompagner Dicko. Et les 2 personnes physiques que j'ai eu à critiquer à l'époque, lorsqu'ils étaient opposés à Dicko, c'est Moussa Ba de Sabati 2002 et un certain monsieur Tchenou Konaté, qui était PDG de l'ACI, qui était avec les Moussa Ba et opposé à Dicko lorsqu'il voulait organiser ce fameux meeting-là contre l'éducation sexuelle. Je dis, je m'excuse. Publiquement, j'ai présenté mes excuses. Vous savez ce qui s'est passé avec Dicko? C'est Dicko qui m'a fait appeler pour me dire qu'il venait d'échanger avec IBK. Et qu'au cours de cet échange, il a proposé à IBK de retenir Dicko et Boubou comme Premier ministre. IBK lui a demandé, est-ce que si je le nomme Premier ministre, tu t'engages à le soutenir? Boubou, il venait de partir. Qu'il a donné sa parole à IBK. Or, toutes les manifestations qu'on a eu à mener, du 10 février au 5 avril jusque-là, il l'a toujours mené avec moi et avec le shérif de Nouro. Et que donc, mais cette fois-ci, il n'a pas eu le temps de nous concerter avant de donner sa parole. Je dis, s'il m'avait demandé mon avis avant de donner sa parole à IBK, je lui aurais déconseillé de proposer Boubou comme Premier ministre, suivant la gestion de l'affaire de la carte d'identité biométrique. Mais puisqu'il a donné sa parole, nous allons l'accompagner en veillant à ce que Boubou puisse réussir. Ce serait sa réussite à lui. Voici comment. Depuis ces jours, jusqu'à mon incarcération pour déstabilisation au profit de Boubou, je ne l'ai jamais rencontré. Et l'imam Dicko, je ne suis jamais allé le voir pour lui soumettre un projet à faire financer par Dicko. Je ne suis jamais allé lui demander à faire recruter quelqu'un par Dicko, chose par Boubou. Je ne suis jamais allé discuter avec lui de Boubou. Et pendant plus de 3 mois, on me vilipendait que Boubou me donne 200 millions, Léo me donne 400 millions. Mais ça me faisait marrer. Ça, c'est des trucs qui accompagnent tout leader. Mais ce même Dicko, qui m'a invité à soutenir Boubou, à travers lui son engagement. Mais lorsque M5 est arrivé, je l'ai entendu publiquement réclamer la démission de Boubou. Et pendant 1 mois sur les antennes, je dis que Dicko est un homme de parole, est un sage, est un homme éclairé. Et je sais qu'en me demandant, j'arrive. Vous me donnez raison. Excuse-moi. Vous me donnez raison. Excuse-moi, j'arrive. Okay, je dis que je sais qu'en m'appelant pour me demander de soutenir Boubou dans cette condition-là, l'honnêteté, le devoir moral le recommande de m'appeler pour m'expliquer les raisons pour lesquelles lui, Dicko, il change aujourd'hui pour demander le départ de Boubou. Il ne l'a pas fait. Et quand Kaoudim m'a appelé, on a échangé un soir. Je ne vais pas révéler tous les secrets. Je dis, aujourd'hui, vous demandez le départ de Boubou. Excusez-moi, c'est toi, Kaoudim et Dicko, qui nous ont invités à suivre Boubou. Voici le contrat ou l'accord politique qui balise les trucs. Cite-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'accord politique pour que Boubou, aujourd'hui, on demande son départ. Je n'ai pas eu d'explication. Je dis, mais à partir de ce moment-là, vous m'avez déçu. Un homme honnête, un homme sérieux, un homme... Mais pourquoi vous ne prenez pas votre temps
tout votre temps pour connaître les gens, pour connaître leurs agissements. Non, c'est la seule personne, c'est la seule fois. C'est pourquoi j'ai eu... Oui, même si c'est la seule fois, mais excuse-moi, même si c'est la personne je ne vous ai pas attendu pour dire que j'ai présenté mes excuses à mes gens. Mais dis quoi, excuse-moi là? Vous avez présenté les excuses. C'est ce que je vous ai dit à l'entendre. Ok. J'ai présenté mes excuses à mes gens. Okay. Mais dis quoi? Quelle serait la nouvelle posture de RASPAT? Quel est le rôle de RASPAT aujourd'hui dans cette transition? Mais ça a toujours été le même, on l'a dit comme en 2018, étant même déjà en prison. J'ai invité tous mes gens à actualiser le manifeste de 2018. Les élections se pointent, que chacun dans son niveau évalue les conditions de l'agriculture, la sécurité, la santé, l'accès aux services sociaux de base, la qualité de la justice dans sa zone. Alors que chacun actualise ce qu'il y a dans son truc. Et nous devons nous réunir. On doit se réunir comme en 2018, pendant 48 heures, pour actualiser notre vision et décider des critères à élaborer pour soutenir un candidat. Vous allez soutenir un candidat comme en 2018? Mais oui, ça c'est la démarche. Mais cette fois-ci, quels seront les critères? C'est-à-dire, c'est les mêmes critères? Parce qu'on a l'impression que les autres peuvent amener des documents, mais la décision c'est vous. Ah bon? Vous savez combien de personnes ont choisi? Oui, mais c'est vous. Ah bon? Tu as la preuve de ça? Je peux vous poursuivre pour diffamation. Mais c'est une insulte à tous ceux qui font partie. C'est la décision, est-ce que vous avez étudié tous les dossiers des autres candidats? Parce que vous avez dit à l'époque que le dossier de l'IRE était meilleur. Est-ce que vous avez donné tous les arguments? Mais bien sûr. À la presse? En direct. Pas à la presse. Hein. Le dépouillement a été fait en direct. Et tous les candidats étaient présents au Carrefour. Jamais fait au Mali. Est-ce que ce n'était pas l'erreur fatale? Au contraire. Qui a fait sombrer au contraire, non, nous sommes tellement sortis enrichis de ce processus que même ceux qui n'ont pas été choisis nous ont saisis par écrit pour apprécier le processus. En 2019, lors de l'élection législative, les comités CDR l'ont reproduit dans leur localité. En commune 4 dont je suis, c'est par ce même processus qu'on a élu Samara. Le CDR grandit, il mobilise encore. Mais évidemment, vous savez, nous sommes à combien? Il n'est pas mort, hein, comme le disent certains. Nous sommes dans plus de 80 pays aujourd'hui. On était à 40 et quelques en 2018. Il y a CDR dans plus de 80 pays dans le monde aujourd'hui. Les sources de financement du CDR? C'est les cotisations des membres volontaires. Je n'ai jamais sorti un franc. C'est pourquoi on dit à qui finance vous n'êtes pas certainement l'homme le plus gâté du CDR. Oui. Les autres financent pour vous. Je suis tellement gâté. Mais est-ce que vous avez un devoir de vérité vis-à-vis des militants CDR? Mais c'est cela. Parce qu'ils vous financent. Ils financent vos activités. Mais pour jouer le contrôle citoyen. Mais entre-temps, vous filtrez avec les politiques. C'est ça le paradoxe. Non, je filtre avec aucun politique. Vous savez ce qui se passe? Il n'y a aucun compte. Tous les CDR sont autonomes. Vous savez, notre mode de fonctionnement, c'est quoi? C'est transparent. Transparence. Toi, tu veux créer un comité CDR tout de suite. On n'a que deux conditions. Tu réunis tes gens, le bureau, il va, il explique l'idéologie du CDR, vous mettez votre bureau en place, vous envoyez la liste à Boubacar Yalkoué, qui est le secrétaire administratif, il vous retourne une lettre de reconnaissance. C'est tout. Vos activités doivent être conformes à l'objectif et au principe du CDR. Maintenant, les sources de financement, c'est à vous de réfléchir sur les moyens. Vous les produisez sur place, vous le gérez et vous contrôlez là-bas. Vous n'avez aucun compte à rendre au bureau national. Les comptes sont bons? Il n'y a pas de compte légal. Oui. Par exemple, en France, pendant 4 ans, ils ont fait des tissus à l'effigie de Raspath qu'ils ont vendus. Je n'ai jamais demandé un franc et personne ne m'a jamais versé. Vous vous rappelez quand vous avez été arrêté pour la première fois, c'était du monde qui s'était mobilisé pour empêcher même votre jugement. Mais tout dernièrement, lors de votre arrestation ou même enlèvement, comme vous le dites, on n'a pas encore vu ce grand monde-là. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un baromètre pour juger un peu? Vous n'étiez pas à Bamako peut-être. En 2016, j'ai été arrêté très facilement chez moi, conduit au camp 1, gardé pendant 48 heures. Le 3e jour, je devais être présenté devant le procureur. C'est suite à cela que les gens sont venus en commune 4. Ils ont dû reporter. Il y a eu même des morts. Hein? J'arrive. Et en 2021, quand la SU est allée me chercher, comme en 2016, ils sont venus nuitamment. C'est pas le même nombre, c'est pas le même... J'arrive. Comme en 2016, ils sont venus me chercher, il n'y avait personne, ils m'ont conduit tranquillement à la SU. Comme en 2016, la gendarmerie m'a conduit tranquillement au camp 1. Le jour où je devais être présenté au tribunal de la commune 3, c'est ce qui a fait que le procureur a dû nous garder hors de l'air. Parce qu'il y a eu du rassemblement, ils ont eu peur. On devait être présenté,
Le lundi, qui était le troisième, le mardi, on était présenté au camp 1 vendredi. Les 3 jours francs de garde à vue expiraient le mardi à minuit. On devait être présenté le mercredi. À cause du monde, ils n'ont pas pu. Finalement, c'est le jeudi où on a été présenté, on était hors délai. Et ça a été l'un des éléments de défense de nos conseils. C'est ce qui a valu l'annulation pure et simple de la procédure. Détention illégale, arbitraire. C'est cela. Donc vous n'étiez pas là, peut-être. Non, j'étais là. Alors, les gens disaient à l'époque que vous aviez des convictions et les gens vous suivaient pour ces convictions-là. Donc du moment où ils ont vu que vous avez peut-être dévié de ces convictions-là, bon? Le même public, moi je fais le baromètre, pour moi c'est le public. Donc 2021 est différent de 2016. Oui, mais est-ce que vous avez aujourd'hui... Vous avez demandé? Est-ce que c'est la même popularité? Mais moi je calcule, la popularité ne m'intéresse pas. Mais c'est un baromètre pour juger de vos actions. Vous savez, est-ce que vous influez aux sociétés civiles? Non, c'est pour permettre de savoir. C'est pas la foule qui influe sur le directeur de tel service qui est pris en flagrant délit d'incompétence. Mais c'est le rendre public qui lui fait plus mal que la foule. Je suis désolé. Je suis de l'école de Thomas Sankara. Je préfère 100 hommes convaincus que 1000 personnes non convaincues. C'est pas tant l'homme public qui est devant la porte ici. Lorsque vous êtes poursuivi de quelque chose, mais dont vous êtes profondément convaincu, être sur la bonne voie, mais quel effet le public fait sur vous? C'est pourquoi j'étais à l'aise en prison. Est-ce que vous avez un destin président? Est-ce que vous rêvez d'un destin présidentiel? Non, le reste aime trop la liberté pour être président. Parce que président, il y a trop de garde-corps. Il y a trop de protocoles. Et vous avez aussi un garde-corps quand même, hein? Vous avez des gens qui vous suivent. Oui, mais ça c'est lors de mes meetings, mais dans mes temps libres, je suis free là. Par exemple, là je suis seul, je sors, le jour c'est le week-end, je sors, man. Je vais écouter mon reggae. Sans garde-corps, sans protocole, hein? Non, je ne vous dis pas. Le reste. Est-ce que vous avez des soucis pour votre sécurité? Non, je ne pense jamais à ça. Pour autant, je ne suis pas naïf. Vous savez, tous ceux qui mènent un combat comme celui-là doivent s'attendre à tous les risques. Et ils doivent se préparer. Et la première force d'un leader, c'est la force psychologique et morale. Et la faiblesse, c'est céder à la peur. Quand tu cèdes à la peur, tu perds la maîtrise psychologique, tu perds la maîtrise de soi et tu as tendance à changer de discours, tu as tendance à renoncer à poser des actes et tu as tendance à se soucier beaucoup plus de ton confort physique, moral, que du plaisir ou du bonheur de la victoire de ton combat. Donc, nous travaillons en réalité à dominer la peur. Nous travaillons à transcender la peur. Nous travaillons à vivre avec la peur. C'est pourquoi je dis à mes gars, attendez à tout. Tout peut arriver à tout moment. Mais le plaisir qu'on a à chaque fois qu'on dénonce un mensonge, le plaisir qu'on a à chaque fois qu'on contribue à améliorer une gouvernance, ce plaisir-là est immatériel, est immense. 1 minute de bonheur vaut mieux que 2 heures ou 10 heures de souffrance ou de malheur. Donc nous sommes à la quête. Quand vous regardez dans le miroir, vous vous dites, Rasbat, je fais du chemin et il y a des résultats. Est-ce que vous vous dites que votre action a impacté? Mais beaucoup, comme je n'ai pas reçu dans beaucoup de choses. Par exemple, parmi les réussites, vous imaginez aujourd'hui, on est à quelques mois du Tabaski. Le tissu qui va être le plus payé, c'est le bazin. Jusqu'au 1er janvier 2016, le bazin n'était pas taxé à sa qualité au Mali. Il était toujours importé sous des trucs comme popeline, des spaghettis, donc il était toujours sous-taxé. C'est à la DNCC que j'ai eu cette information. Lorsque je suis allé m'informer là-bas, j'ai eu le tarif extérieur commun, qui m'a permis de savoir le taux d'imposition, le tarif des tissus synthétiques comme le bazin. Mais j'ai demandé, ils m'ont dit que depuis l'indépendance, aucun importateur de bazin n'a déclaré le bazin sous son vrai nom. Donc il le déclare sous un autre nom. Donc le bazin est à 20%, mais il le déclare sous le nom de friperie, qui est taxé à 5%. Donc l'État perdait 15%. C'est quand j'ai mené ce combat-là, ça m'a valu d'être approché par les autorités à l'époque. Le Premier ministre Modibo Keïta a paix à son nom, et à l'époque le secrétaire général de la présidence Ben Barka, voilà, qui m'ont approché pour me demander de leur faire une note. J'ai fait une note documentée au secrétaire général de la présidence, et là, après on m'est revenu pour me dire qu'ils sont contents d'avoir découvert ça, et ils s'engagent à imposer, à commencer l'imposition du bazin à partir du 1er janvier. C'est ce qui a fait monter le prix de 5 000 à 6 000 francs. Il y a beaucoup de vendeurs de bazins qui n'aiment pas Rasbach à cause de ça. Mais certains aiment Rasbach parce que ça a augmenté un peu le trésor public. Ok. Rasbach, si on doit parler, quel est le défaut de Rasbach? C'est que vous en avez beaucoup, mais un défaut que vous n'aimez pas chez vous, c'est quoi? Le défaut que j'aime pas et que j'ai, c'est que je suis trop exigeant. Bon, ça c'est une qualité que vous... Non, mais parfois,
Exigeant par rapport à quoi? Exigeant par rapport aux résultats. Okay. Est-ce que vous êtes exigeant avec vous-même et avec les autres? Ah oui, il faut être dans mon entourage. C'est de l'enfer quand tu es avec moi. Donc c'est pas facile d'être ami de Ras Bat. Parce que c'est du boulot. Non, 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 quand je travaille. Okay. Quand je travaille, il n'y a pas de sentiment. C'est pourquoi je ne peux jamais espérer avoir de meilleurs collaborateurs plus proches que les deux qui sont là avec moi. Lassana Simaga et Bou Samaki. Vous n'avez pas beaucoup d'amis parmi les journalistes? Vous ne citez beaucoup pas... Non, 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 non. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis exigeant. Je suis intolérant quand je travaille. J'exige la qualité. Parfois, ce n'est pas facile. Je leur mets la vie dure. Est-ce que vous avez l'impression d'être incompris souvent, Ras Bat, dans votre entourage, en famille, en société? Mais oui, mais parfois moi-même, je fais des défauts. Je sais. Est-ce que vous avez l'impression d'être incompris souvent? Souvent, oui. Okay. Ça arrive, ça, c'est clair. Okay. Donc, Ras Bat, nous allons passer maintenant à la rubrique questions directes. C'est des internautes qui posent des questions en direct et puis vous prenez le temps de répondre. 3, 4 réactions. Rubrique questions directes. La question que j'aimerais que vous posez à Ras Bat est: est-ce qu'il travaille? Si oui, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Où est-ce qu'il travaille? Bonsoir, moi c'est Chekna Amaladjakti. Ma question est la suivante. Est-ce que Ras Bat peut nous dire, durant sa carrière d'activiste, qu'est-ce qu'il a pu changer au Mali, concrètement? Bonsoir, monsieur Ras Bat. C'est Mohamed depuis Ségou. Vous étiez un leader incontournable et un espoir pour la jeunesse malienne. Et vous avez combattu avec bec et ongles le régime d'Ibeka. Et à la dernière minute, vous avez soutenu le même régime. Alors ma question est la suivante. Qu'est-ce qui peut expliquer ces revirements des dernières minutes? Merci. Bonsoir à tous. Ras Bat, ma question est la suivante. Vous avez quel intérêt, sinon vous trouvez quoi en dénigrant les personnalités par leurs dossiers publics et surtout privés? En d'autres termes, en étalant leur vie publique et privée. Merci. Bonsoir Arasta. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir pourquoi de tout le temps vous avez accusé Soumaïl Boubé Meiga, mais sans jamais développer les détails, ce que vous lui reprochez. Merci. Ok, Ras Bat, c'était une petite rubrique, questions aux citoyens. Voilà, je vais vous rappeler rapidement la première question. Il demande qu'est-ce que Ras Bat fait comme travail. Il dit Ras Bat, il écoute Ras Bat sur la radio. Celui qui parle sur la radio est quoi? Mon frère, celui qui parle sur la radio est journaliste ou animateur. Okay. Donc il est un employé d'un organe de presse. C'est déjà une profession. Et deuxièmement, c'est que je suis de formation juriste. Okay. Je suis de formation juriste, je suis spécialiste en droit processuel. En droit processuel. Processuel. Processuel, okay. La procédure. La procédure. Okay. Okay. Donc vous faites de la consultance souvent? Oui, okay. Pas ici, à Dakar. Avocat sans... Non, 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 je ne suis pas avocat. Okay. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas magistrat, je suis consultant, mais pas ici. Pas ici, voilà. Vous le faites à Dakar? Je le fais avec deux avocats avec lesquels je collabore et qui ont été mes profs durant ma formation là-bas. C'est tout. La deuxième question, chez Kamala Diakité, qu'est-ce que Ras Bat a pu changer au Mali pendant ce parcours d'activiste? J'espère qu'il a suivi un peu cette émission. Je viens de parler du cas du Bazin, qui en est un. Mais la chose dont je suis fier d'avoir apporté, c'est déjà le courage pour les citoyens de critiquer. Ça, c'est la première force de toute nation, qui est la force la plus fondamentale. Que les gens puissent savoir que le président est mon employé, que j'ai le droit de l'exiger, les résultats, que j'ai le droit de le critiquer quand ça ne va pas, que j'ai le droit de critiquer tous les dépositaires du pouvoir public, de démystifier, de désacraliser le pouvoir. Ça, c'est Ras Bat. J'en ai apporté ma petite pierre, en plus de beaucoup qui en ont fait avant moi. Ça, c'est ce que je suis fier. D'avoir expliqué aux paysans ce que c'est que le rôle du député, ce que c'est que le rôle du maire, ce que c'est que le rôle d'un ministre, ce que c'est que le rôle d'un commissaire, ce que c'est que même le rôle, en l'occurrence le dernier dossier dont je suis en train de parler, l'outrage à magistrat. Mon arrestation m'a permis même de comprendre les insuffisances de la politique carcérale et faire des propositions, y compris au monde judiciaire et au monde politique. Ça, c'est Ras Bat. Même si c'est une petite pierre,
Ça, c'est ce que j'ai un peu rapporté. Faites beaucoup de recherches, hein, visiblement. C'est ma vie. Je ne dors pas avant 5 heures du matin. Je fais que des recherches. La journée, vous dormez? La journée, pas beaucoup. Je me réveille à 11 heures. Vous dormez combien d'heures par 4-5 heures. Sinon, tout le reste... Je me lève, je reçois les gens, mais le soir, 2 heures. Avant de passer à l'autre question, question, est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez? Beaucoup. Vos livres, voilà. Je lis énormément, surtout les livres qui portent sur les institutions. Les institutions. Et cela va dans tous les domaines. Vous avez le regard du sociologue de l'institution, de la société, de l'État. Vous avez le regard de l'économiste, des formes de développement. Vous avez des grands économistes qui te proposent des pistes de développement des États sous-développés comme le Mali, qu'il faut lire leurs pistes et voir si c'est adaptable chez soi. Vous avez des grands juristes aussi qui te proposent le développement à partir du droit. Il y a aussi des regards. Vous avez aussi des philosophes qui te parlent aussi de ça. Donc je lis... Votre philosophe préféré? Descartes. Ouais. Une citation de Descartes? Descartes qui dit que la raison est la chose la mieux partagée au monde. On est tous dotés de la raison qui nous permet de comprendre. Il suffit juste de restituer les choses aux gens dans leur langue. Nul n'est idiot. C'est pourquoi j'ai traduit tout en bambara, parce que j'ai confiance en tout le monde de pouvoir. Je pense donc je suis, mais vous, je pense donc je choque. À la limite. Vous l'avez renversé un peu. Pyramide renversée. Rasbach, Mohamed qui intervient depuis Ségou, hein, il dit que vous étiez un espoir pour toute la jeunesse malienne, hein, et que vous avez critiqué Ibeka avant de cheminer, avant de le soutenir. Ce qu'il dit, c'est son propos à lui, je reste fidèle au texte. Et il dit qu'est-ce qui explique ce revirement? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par soutien. J'ai critiqué la gouvernance d'Ibeka, aussi bien le comportement de la classe politique. À chaque fois que la classe politique ne se comporte pas suivant ce que j'estime être un bon comportement digne d'une bonne opposition, je la critique, comme en l'occurrence l'exemple qu'on vient de citer. Et à chaque fois que l'opposition a eu à poser des actes conformes à sa mission, on les remercie. Ça en est de même aussi avec le gouvernement. C'est pourquoi les gens n'arrivaient pas à comprendre. Je suis habitué. Parfois, quand je dénigre ou quand je dénonce les actions du gouvernement, à l'époque, l'opposition me disait non, c'est un bon père, c'est un bon citoyen. Regarde, son père est ministre, mais cela n'empêche pas de critiquer la démolition de kiosques. Et on disait que c'est même pratiquement le pouvoir qui vous a d'abord utilisé, et après, vous avez été incontrôlable. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que c'est dit. Non, c'était au même moment. Vous savez, et c'est quand je dénigrais, on disait que vous avez été payé dans un premier temps, je reprends, je suis en train de te dire, par le pouvoir, je suis habitué. Pour tirer à boulet rouge sur l'opposition, mais entre-temps, vous étiez devenu incontrôlable. Bien avant. C'est ceux qui ont commencé à découvrir Rasbach. Mais vous allez, pour d'autres questions, vous dites que vous êtes animateur journaliste, mais vous avez un train de vie assez un peu... Non, je n'ai pas encore Pour l'animateur, je reviens sur... Ok, oui. Qu'est-ce que... Puisque, bon, vous avez dit que vous êtes consultant, donc c'est tellement Qu'est-ce que vous entendez par train de vie? Non, vous vivez une vie qui n'est pas une vie digne, qui n'est pas propre, peut-être, qui n'est pas le train de vie de l'animateur moyen à Bamako. C'est quoi mon train de vie? Avoir ça? Non, c'est pas ça, c'est simple. Oui, souvent, avoir une voiture? Tout un protocole derrière vous. Tous ceux qui me suivent, il y a au moins 15 agents de sécurité quand je me déplace. 15 agents pour vous seul? J'arrive. Okay. À peu près 10 membres de cellules de communication. Il n'y en a aucun qui m'a jamais demandé un franc. Il n'y a personne à qui je donne un franc. Ils m'entendent tous ici à l'extérieur. Quand je vais aux États-Unis... Un soutien gratuit, inconditionnel. De conviction. Ils viennent par conviction. Ils croient en ce que je fais. Est-ce que vous recevez des cadeaux souvent de la part des politiques? Non. Vous ne prenez pas de cadeaux? Je prends. Ok. Si toi tu me dis Rasbach, tu prends... Non, moi je ne suis pas politique. Par exemple, un politique... pas que politique. Voilà. J'ai un adage qui dit... Si Boubou Sissé vous dit, Rasbach, pour ma campagne, je propose de 100 millions, vous prenez? Non, vous ne choisissez pas un candidat comme ça, vous dites pour ma campagne. Non, je demande si vous prenez des cadeaux de la part des hommes politiques. Non, vous dites pour ma campagne. Okay. Ce n'est pas Rasbach qui choisit. Hein. Okay. Quand le CDR choisit un candidat, le candidat, lorsqu'il estime qu'il puisse donner ça au CDR pour renforcer ses capacités, le CDR le prend. Mais je vous dis quelque chose, tout le monde nous suit. Quand on a choisi Soumaïla, pour répondre à la question de... On est parti en Côte d'Ivoire. On est parti en Côte d'Ivoire. On est parti à Yafungé, chose à Pouchala. Vous avez fait certainement le tour du Mali avec Soumaïla Cissé? Non, bien avant. Quand on a choisi Soumaïla, partout où nos gens nous ont appelés, on les a appelés à approcher les sections de l'URD pour fusionner les équipes de campagne. Mais il y a beaucoup d'endroits où nos gens sont partis, les comités de l'URD leur ont dit qu'ils n'ont pas encore reçu d'argent de Bamako pour démarrer la campagne. Ça a été dit à Paris.
On a dit à tous les gens de CDR, on a choisi une vision et un programme. Allez-y sur le terrain. Votre premier moyen, c'est votre conviction, c'est votre énergie. L'URD m'entend, le CDR m'entend. Quand je vais en Espagne, quand je vais en Côte d'Ivoire, quand je vais au Gabon, mais les gens, ils sont là, c'est eux qui m'invitent. Okay. Ils acceptent, ils m'accompagnent. Okay. C'est pas ça le train de vie. Okay. Beaucoup pensaient, à l'ASC, on m'a posé cette question. C'est des questions de citoyens, quoi. C'est des questions de citoyens. C'est des questions qu'on pose. Hein. Non, moi je suis d'accord. Parce que nous sommes le relais. Parce que les gens publique. Hein, non, voilà. Parce que les gens sont habitués à payer les gens pour qu'ils les gardent. Les gens sont habitués à payer les gens pour qu'ils viennent faire leur communication. Mais c'est les gens qui viennent se proposer. Pas pour Rasbach, mais pour la conviction, la lutte. C'est pourquoi je dis la force de Rasbach, c'est des milliers d'hommes et de femmes avec lesquels on chemine. C'est des pères à moi, c'est des mères à moi, des frères, des camarades qui croient en la conviction. Vous voyez le siège là, le jour où j'ai été libéré. Quand j'étais libéré, on m'a appelé, on m'a dit, on t'attend chez le notaire. Je dis, il y a quoi là-bas? Viens, j'arrive. On me dit, les CDR, les sympathisants des CDR, ils ont payé un terrain à 30 millions. Amdalaï Assey Bokoum. Pour en faire un siège. Et je dis, pourquoi on m'appelle? On dit, non, on veut le transférer en ton nom. Je dis, non, au nom de CDR. Il dit, non, c'est nous qui l'avons payé et nous voulons que ce soit à ton nom. Et une semaine après, ils me disent, on a déjà près de 20 millions pour démarrer le chantier. Ça, c'est des militants. Cite-moi un parti dont les militants ont contribué à construire le siège. Donc, les gens ne sont pas habitués. Donc, quand ils me voient avec tout ça, ils estiment que Rasbach roule sur de l'or. Et ça, c'est de deux. C'est des perceptions. J'en finirai fini. J'ai deux... On a le président du CDR New York qui est là en vacances avec d'autres membres du CDR des États-Unis. Mais j'ai des frères là-bas, militants, des gens comme les Banfali Kouati, qui ont l'âge de mes grands frères, mais qui ont envoyé plus de 40 kilos d'habits, des chaussures, de tout à Rasbach. Ok? Ça, c'est des gens qui me font des dons. Mais il n'y a personne à qui j'ai appelé une fois, donne-moi ça. Mais il me les donne et j'en suis fier de le prendre. Parce que tant que je suis là, ils veulent que je sois à l'abri de tout pour me consacrer à l'essentiel. Donc quand on dit train de vie qui n'est pas conforme à celui d'un journaliste, je dis c'est quoi un train de vie? Je vis dans mon petit ghetto, j'ai ma petite voiture et j'aime mon reggae. Je fais ce que j'aime le plus, je suis un gars très heureux. Ok. Très free. Rasbach, un autre note qui dit quel intérêt à dénigrer les personnalités publiques en parlant même souvent de leur vie privée. Et public, elle a dit la personne. Mais quelque chose qui est public déjà est public. Okay. Je suis désolé. Vous savez, la ligne entre la vie privée et la vie publique, des noms publics, des noms politiques, des dépositeurs de pouvoir public ne tient pas un fil. Ne tient pas un fil. Parce que ton comportement à la maison, dans la rue, est une référence, est un élément constitutif en réalité de tes atouts, de tes capacités professionnelles. Lorsque les gens ont de la considération, de l'estime, du respect pour toi, de par ton comportement dans la société, à la maison, ils ont plus confiance en te nommant, en te proposant à tel poste, parce qu'ils t'ont vu dans la société comment tu te comportes. Lorsque quelqu'un a des comportements qui contrastent avec des valeurs morales dans notre société, les gens sont répulsés, c'est-à-dire qu'ils sont réticents à te proposer un poste de responsabilité. Tu es l'image du pays, tu es l'image du service. Donc, comment peut-on parler de la vie privée à ce niveau-là? Et quand on est Rasbach public qui dénigre, qu'est-ce que c'est que dénigrer? Dénigrer en droit, ça veut dire quoi? Tenir, prêter des propos outranciers, diffamatoire, dans le seul but de salir l'honneur et la dignité de quelqu'un. Dans le seul but, sans fait matériel. Tu as vu Rasbach parler d'un homme politique sans rapporter des faits? Et pourquoi cet homme politique ne me poursuit pas entre au tribunal? Toi, tu es directeur de l'école. Cette école fait 0% d'échec. Tu es maire de la commune. Tu es incapable de ramasser les ordures. Et quand je te dis tu es incapable, c'est un adjectif en français.
Ça veut dire que tu n'as pas été capable d'honorer l'engagement, tu n'as pas été capable de remplir la mission, tu n'as pas été capable de produire le résultat, mais tu es un incapable. Ok, Rasbach, on va finir avec la C'est pas dénigré. on va finir avec alors la dernière celui question. qui n'est... Mais justement... Oui, on va finir avec la dernière question parce qu'on est pratiquement pris par le temps. Dernière question. Cet internaute dit que vous parlez de Soumaïlou Cissé et de Soumaïlou Boubaye Maïga sans dire exactement ce que vous le reprochez. Peut-être qu'il n'écoute pas. Moi, j'aurais aimé que vous avez, par exemple, vous avez dit tel propos sur Boubaye Maïga sans étayer par des faits. Okay. C'est facile de sortir dire ça. Boubaye a été Premier ministre. Boubaye a été ministre de la Défense. Boubaye a été en charge des affaires publiques. Qu'il me sort un dossier ou une émission dans laquelle je parle de Boubaye sans faire un lien avec un acte de gestion de Boubaye. Okay. Mais ils ignorent ça. Parce qu'ils adorent que tu viennes dire Boubaye est bien, il est très bien. Mais même si tu ne dis pas pourquoi il est bien, ils s'en foutent. Pourvu que tu dis qu'il est bien. Okay. Mais quand il est mauvais ou quand tu lui échoues, mais Boubaye a fait des choses qu'on a appréciées. Okay. Boubaye a eu à faire des choses qu'on a appréciées. Mais quand il échoue, on lui dit il échoue. Ça c'est clair là. Okay. Maintenant, si cela ne plaît pas à quelqu'un, je suis désolé. Okay. Mais c'est mon impôt à moi. Okay. Et j'ai toujours dit, Boubaye à la maison, c'est mon père. Donc ça serait sans concession, sans état d'âme. Je vous l'ai dit. Okay. Allez-y voir, allez-y demander mon père. Okay. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, est-ce que vous pouvez regarder les Maliens pour dire, pour prêter, pour prendre serment, ou bien pour faire le serment de dire jamais vous n'allez attenter aux intérêts de ce pays et que jamais vous n'allez trahir la confiance placée en vous. Non, moi jamais. Et je prie Dieu tous les jours qu'il puisse me mettre à l'abri d'avoir des intentions ou être amené à être sous influence, à poser des actes qui puissent porter atteinte aux intérêts de ce pays. C'est pourquoi j'en aurais terminé avec mes proches collaborateurs, tant au niveau du Mali qu'à l'extérieur, qui sont réceptifs à mes critiques, qui sont réceptifs à mes exigences professionnelles, mais qui aussi sont là à me dire quand ça ne va pas. Ne dis pas ça, ne fais pas ça. Parce que s'ils n'acceptent pas ce que je fais, je ne serai pas là où je suis. Rasbach n'est que le porte-parole. La force de Rasbach, c'est des milliers de femmes, sympathisants, CDR, qui constituent Rasbach. J'en aurais fini avec un exemple. Lors d'un de mes déplacements à Philadelphie, à la fin, quand j'arrive à Philadelphie, au moment de commencer à entretenir le public, à côté, le comité m'a dit qu'il y a un tonton qui a fait le déplacement de Montréal, Canada, jusqu'à New York. Arrivé à New York, on leur a dit que nous sommes à Philadelphie. Il a continué en voiture, tiens-toi, excuse-moi, pour nous rejoindre là-bas. Après, je lui ai dit, mon père, je suis désolé pour cette distance-là, qu'est-ce que je peux... Accordez-moi quelque temps. Il m'a dit, non, fiston, je suis juste venu te dire, s'il te plaît, lors de tes démissions, ne fais plus. Oui, vous avez l'habitude de le faire, dans un souci de choquer. Voilà. Il est venu, il m'a dit qu'on comprend, mais que ça passe mal. Ça passe mal. Et il y a des milliers de femmes, des milliers d'hommes qui officieusement me font parvenir. Et je dis tout le temps à mes gens, le lendemain de chaque émission, par exemple, je l'ai fait hier, il y a des gens qui me font le retour. Parce qu'on n'est pas parfait. Nous sommes perfectibles. On n'est pas parfait, nous sommes perfectibles. Ce sont là les derniers mots de Rasbach, Mohamed Youssouf Bachili dit Rasbach. Merci d'être là, Rasbach. C'était un plaisir. Et je vous invite le 24 juin pour le 11 mai, parce que le 11 mai, j'étais en prison. Ok, on va être avec vous pour célébrer cette liberté, pour célébrer cette liberté. C'était vraiment un plaisir d'échanger, de partager ce temps avec vous. Et là, je vous reconnais la qualité des journalistes qui s'écoutent. Vous n'avez pas été choqué, j'espère? Non, au contraire. Ok, c'était un plaisir renouvelé. Vous êtes aussi un bon interlocuteur. C'est comme dans un match de football. Après le match, on peut échanger les maillots. Et justement, juste après l'émission, on va changer les maillots. Ça, c'est aussi un devoir de vérité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba TV News. En toute liberté.